et bienvenue à ce 4e épisode du podcast créatif Tricot Gros Bébé Loup. Je suis Nancy Ouellette et je suis ravie de vous avoir avec moi pour cet épisode. Je remercie les gens qui me suivent depuis le début, contente de vous revoir. Et je tiens à dire bonjour à toutes les nouvelles personnes qui se joignent à moi. Mon nom est Nancy Ouellette et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Gros Bébé Loup _création, sur Ravelry, Gros Bébé Loup. Je vous inscris ça ici au bas. Donc, aujourd'hui, c'est un épisode où je vais avoir un seul projet terminé et quelques projets en cours que je suis vraiment ravie de vous montrer. Je suis assez contente de ce que je suis en train de produire actuellement. Et quelques nouveaux projets avec les achats de laine qui vont avec. Et oui, encore des achats. Donc, pour les personnes qui m'en ont fait la demande et pour ceux que ça intéresse, à la toute fin de l'épisode, je vais vous présenter Monsieur Gros Bébé Loup en personne et toute sa petite bande. Donc, si vous voulez rencontrer l'instigateur du titre de cette chaîne, eh bien, on se retrouve à la fin de l'épisode. Sans plus tarder, on peut débuter avec les projets terminés. J'ai un seul projet terminé, c'est un grand projet, c'est un pullover que je vous ai déjà présenté dans les épisodes précédents, donc vous avez pu voir son évolution pour ceux qui me suivent. Il s'agit du pullover Miroménil. Je vous le montre au complet. Donc, c'est un pullover que j'ai tricoté en laine d'alpaga tissée. Une couleur gris anthracite, et puis j'ai fait le modèle Miroménil de Cléonis. J'ai galéré un peu là, pour le nom, donc c'est la dernière fois que je vais m'enfarger dans le nom de ce patron-là. Miroménil, Miroméncil, Mesnil, en tout cas. On a toutes les variations possibles de la manière que j'ai pu appeler ce chandail depuis le début. Il est donc terminé. Je suis bien contente de l'avoir fini. Dans le dernier épisode, je vous l'ai présenté alors qu'il me manquait les manches et le bas, juste la fin ici là, du chandail, je crois. Donc, si je vous explique un petit peu sa composition, on a un col qui, originalement, là on le voit ici, c'est un col qui roule un petit peu, mais en fait, là, le visuel que vous avez, moi j'ai modifié le col. On est supposé de laisser le jersey s'enrouler un peu sur lui-même, ce qui fait un col assez large. Moi, j'aimais pas beaucoup comment ça rendait le col qui tournait, là, le jersey qui roulotte. Je trouvais ça pas si joli. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé une ligne de crochet. Je n'ai fait que des petites mailles serrées avec un très gros crochet là, pour être certain de ne pas créer de tension. Donc, j'ai fait une ligne de mailles serrées ici, une seule ligne. Là, j'ai pas fait de tour. Ce qui a permis de rigidifier un petit peu le col et qui lui donne au final, je trouve que ça ressemble quand même, là, quand on le voit tout simplement comme ça ressemble un petit peu à une ligne d'encolure qui aurait été fait en I-cord. J'aurais pu faire un I-cord aussi. Je sais qu'il y en a des gens qui ont tricoté ce pullover-là, que c'est ce qu'ils ont fait. C'est pas ma technique favorite, faire des I-cord, donc j'avais envie de le tester, juste une petite ligne de crochet. Je suis vraiment satisfaite de comment ça peut sortir. C'est un chandail qui est tricoté en
top-down. Donc, on commence par l'encolure, on a une séquence d'augmentation qui compose le yoke ici. Par rapport à mon chandail, ce dont je suis le plus déçue, je vous dirais, c'est le choix de laine que j'ai fait pour faire ce pull-là. La laine d'alpaga, on le voit, elle est très, très chevelue. Donc, en étant aussi chevelue, en fait, on perd complètement le motif qui est assez discret de la composition du haut du chandail, du yoke. C'est ce que je trouvais le plus joli dans ce patron-là, de voir la forme imposée par le rythme des augmentations qui créaient de très jolis triangles qui se suivent un à côté de l'autre. Ça créait un super beau motif, très léger, mais je lui trouvais un petit côté chic qui, bon, en raison de mon choix de laine, c'est complètement effacé. On ne le voit pas du tout. Avec beaucoup d'attention, là, je peux voir que les mailles changent de sens, mais on n'est plus dans une question de motif. En fait, ça a tout simplement l'air d'un pull en jersey, d'un bout à l'autre. Donc, c'est vraiment ma plus grande déception, le choix de laine que j'ai fait pour ce chandail-là. Ensuite, bon, si on continue là, dans la composition du chandail, une fois le yoke fait, on a bien entendu là, la séparation des manches. Ouh, mon chandail glisse. La séparation des manches et on poursuit le bas du chandail en faisant du jersey en rond qui tourne. Pour la composition de la bande au bas, donc le bas du chandail, j'ai pris la décision, on avait quelques options dans le patron, et je vous le rappelle, là, ou si vous n'avez pas vu mes épisodes précédents, le patron Miroménil de Cléonis, c'est un peu un patron, composez votre propre chandail. Donc, on a différents modèles de manches, différents drapés au niveau du corps, différentes finitions au bas du chandail. Donc, à ce moment-là, moi, j'ai pris la décision de faire les côtes qui tombent droit. Donc, vous le voyez, là, les côtes ne resserrent pas du tout le bas du chandail. C'est très droit en fait, là. Il n'y a pas de tension du tout. C'est créé en faisant des augmentations au premier rang qui composent les côtes. On augmente substantiellement le nombre de mailles et on tricote avec des aiguilles beaucoup plus petites. Donc, en faisant ça, ben, en fait, ça fait juste rééquilibrer. Même si les aiguilles sont plus petites, vu qu'on a plus de mailles, les côtes restent droites et de la même largeur que ce qui composait le corps du chandail. Ça fait que ça tombe bien, là, ben, en fait, moi, ça me plaisait de le tester là, de cette manière-là, puis je suis satisfaite, là. C'est vraiment des côtes là, qui me plaisent. Je les ai fait en côte 1-1. Je vous l'approche, là, si vous voulez bien voir. Voilà. Ensuite, dans le précédent épisode, bien entendu, les manches n'étaient pas encore montées. Je vous avais dit que j'avais vu dans un podcast d'une fille qui habite à Zurich, en Suisse? En Suède? Je sais plus. Ah, c'est donc ben nounou. Elle habite à Zurich. Ah, là, j'ai l'air de quelqu'un qui n'a pas de culture. Et elle avait fait un chandail pour lequel elle avait assemblé la manche avec le Kitchener Stitch, ici à la manchure. J'avais beaucoup envie de tester cette technique-là pour la simple et bonne raison que quand on tricote complètement le corps du chandail et qu'ensuite on revient à l'emmanchure pour repartir les mailles à partir des mailles qui ont été laissées en attente. En fait, on fait énormément de manipulation du chandail. Il faut le tourner très fréquemment pour être capable de suivre le mouvement qu'on tricote en rond. C'est un phénomène qui est vrai si on tricote
toute la partie sous la manche, mais c'est aussi vrai si on ne fait que la partie du haut du chandail jusqu'à la séparation dans la manchure, parce qu'en fait, on a vraiment toute la pièce qu'il faut gérer pour pouvoir tricoter la manche. Donc, puisque c'est un procédé qui m'embête un peu, là, parce que, bon, on place toujours sa pièce de tricot pour pouvoir continuer, puis que ça tire pas pour pas défaire la tension et compagnie. J'avais envie de le tester, de faire la manche à part et ensuite de venir la rajouter au chandail. Avec la technique Kitchener Stitch, en fait, ce qui arrive, c'est qu'on recrée à l'aide d'une aiguille à coudre la laine les points de maille en droit qui vont s'ajouter. Puis en fait, on va avoir un aspect continu dans le jersey. Là, il n'y a pas de séparation. Fait que j'étais bien curieuse de voir si j'allais réussir à faire cet assemblage-là sans avoir de grandes démarcations. Je vous dirais, au final, c'est pas si mal. Je suis assez contente, là, en fait. Si vous regardez, là, on voit pas vraiment de séparation, un petit peu ici au bas, où j'ai peut-être mis un peu trop de tension dans ma couture. On va se le dire, c'est de la couture. Donc, coudre des pièces de tricot, c'est évident que ça ne plaît pas à tout le monde. C'est un des plus grands avantages de tricoter les pièces de tricot en rond. Ça évite de faire des coutures. L'avantage du Kitchener Stitch, c'est qu'on tricote sur des mailles vives. Donc, c'est des mailles qui sont encore montées sur les broches à tricoter ou sur un fil d'arrêt, c'est selon. Mais on n'a pas besoin d'aller dans la maille, trouver l'espace où il faut pour pouvoir là, planter notre aiguille puis créer une maille qui sera invisible. C'est l'avantage, c'est limpide, on tient nos mailles qui sont vives une par-dessus l'autre et on joint ensemble en suivant la séquence. C'est une séquence qui, moi, je trouve est un peu hypnotique dans le sens où c'est une technique d'assemblage qui, à mon avis, à moi, nécessite beaucoup de concentration. Il ne faut pas être distrait quand on fait ça parce que si on manque un seul des sens de point, bien en fait, ça défait tout le visuel là, des mailles en jersey là, qui vont joindre les deux pièces. Donc, pour pouvoir ne jamais perdre le fil de où je suis rendue, bien en fait, je nomme chacune des étapes que je fais, mais c'est 4 étapes en fait qui s'enchaînent pour toutes les mailles. Donc, ça pourquoi ça fait un peu l'effet d'un mantra. On essaie de se trouver des raisons là, de dire que c'est une technique qui est zen, c'est agréable. Bon. C'est pas désagréable. Je trouve pas ça désagréable faire du Kitchener. Voyons, on va y arriver, du Kitchener Stitch. Je ne sais pas comment ça peut s'appeler en français. Je sais que c'est une technique qui est fortement similaire, presque pareil. En fait, là, c'est tout simplement le début et la fin qui ne sont pas identiques là, au Garter Stitch qui va, par exemple, permettre de fermer le bout d'une chaussette. C'est ça? Pas Garter Stitch, ça c'est du point mousse. Le grafting. Le grafting qui permet de fermer le bout des chaussettes. Ça se ressemble, là, ben, en fait, c'est la même technique, mais pas avec le même commencement, pas la même phase préparatoire, et ça ne se termine pas de la même manière non plus. Au final, je suis assez satisfaite, comme je vous disais. Par contre, ce que je dois mentionner, c'est que c'est quand même assez difficile de garder une tension impeccable quand on fait une couture de ce type-là. Et dès qu'on modifie un peu la tension, en fait, ce qui se passe, c'est que on vient avoir des défauts de tension et ça crée une mince ligne dans le jersey qu'on peut voir apparaître là, si on bouge le tricot un petit peu. Si vous n'avez pas une technique de tricot qui fait que votre point de tricot et votre point de couture ne sont pas impeccablement réguliers, je ne suis pas certaine que c'est la meilleure finition.
Même moi, là, j'en vois des lignes dans ma couture, puis ça m'amène à dire que, bon, peut-être que je travaille pas assez régulièrement. Quand je le porte, ça ne me fait pas de tension au niveau du bras, là où il y a la couture, c'est pas problématique. Mon irrégularité ne va pas jusqu'à ce point-là là, de créer une rigidité, mais n'empêche, bon, c'est pas parfait. Par contre, au niveau du processus de tricoter la manche, juste la manche avec pas de vêtements accrochés après, ça c'est sûr que c'est super agréable. Ça va, à mon avis, beaucoup plus rapidement de faire progresser la manche quand on n'est pas en train de gérer là, le chandail à le tourner à l'infini. Ça, c'est le plus grand avantage, je vous dirais. Là, moi, ça, c'est ce que j'ai le plus apprécié de la technique. Voilà. Ensuite, ce que je peux vous dire, c'est que mon karma de perdre au jeu du chicken yarn se poursuit. Et oui, j'ai encore perdu. Quand j'ai fait ma dernière manche, en fait, j'ai manqué de laine rendue à peu près ici, pour ça, à la deuxième manche, bien entendu. Je peux vous dire, après avoir mesuré, qu'il m'a manqué 10 grammes de laine. 10 grammes. Si on se rappelle, quand je vous ai présenté ce projet-là et même l'épisode précédent, je crois que c'est dans le tout premier épisode, je vous avais montré la laine que j'ai reçue, qui était une laine en démo pour tester la fibre. Donc, j'avais uniquement ça et je vous ai mentionné que je ne savais pas si cette laine-là était disponible sur le marché, si on pouvait l'acheter à quelque part ou... Bon, bref. Sauf que là, il m'a manqué un mini bout ici. Je peux vous dire qu'à partir de ce moment-là, ma motivation a décuplé à parcourir Internet pour essayer de trouver cette laine-là d'alpaga tissée dans cette couleur-là pour finir mon chandail. J'avais pas envie du tout de me faire une manche 3/4, détricoter, ajuster l'autre manche qui était déjà terminée. Ça ne me tentait pas. Donc, j'ai fouillé et je suis tellement contente. J'en ai trouvé de l'appareil. Pour les gens de la grande région montréalaise, il y a une boutique qui tient cette laine-là en exclusivité. C'est la boutique La Bobineuse sur la rue Mont-Royal à Montréal. Donc, je suis allée faire un petit tour avec mon chandail et heureusement, les coloris dans cette couleur-là avaient très peu de variations de couleurs. Donc, avec la personne là, qui était présente à la boutique, on a pris le temps là, de regarder les différents écheveaux de ce coloris-là qu'ils avaient. Et en fait, d'un écheveau à l'autre, à comparer à mon chandail, il y avait pas de différence de coloris. Donc, je suis repartie avec une bobine de 100 grammes. Heureusement, cette laine-là n'est pas trop dispendieuse. Ça se détaillait 14 $ pour une bobine de 100 grammes. Donc, je me suis racheté une bobine. J'ai terminé, puis vu que j'avais à peine entamé ma bobine, je l'ai pesée pour le plaisir et elle pesait 90 grammes. Donc, c'est vraiment là où j'ai pu statuer là, que j'avais manqué de laine pour 10 grammes de manche. Donc, c'est quand même le deuxième chandail en ligne où ça m'arrive. Mais bon, en même temps, ce que je peux vous dire, c'est que, bon, si je vous le mets comme ça ici sur moi, là, on peut aisément remarquer, je l'ai fait trop grand. Je l'ai fait au moins une taille de trop grand. Mon échantillon est bon, j'avais calculé l'aisance positive qui me convenait, mais manifestement, il est trop grand. Et à l'heure où on se parle, il n'est pas bloqué. J'ai pas osé le bloquer encore
parce que je le sais pertinemment que de la fibre d'alpaga, ça prend énormément d'expansion au blocage. Et il est déjà trop grand. Il va falloir que je me décide un jour ou un autre. De toute façon, je ne vais pas le porter sans jamais le laver. Là. Va falloir qu'il aille prendre un petit bain à un moment donné ou un autre. Mais bon, c'est évident qu'il va être vraiment, vraiment, vraiment trop grand. Je vous dirais, quand j'ai fait mon bélo, après blocage, je le trouvais un peu trop grand aussi. Ça fait quelques fois déjà là, que je me joue moi-même ce tour-là. Je crois que je vais définitivement devoir changer de taille. Je prends toujours la même taille en fait, puis à chaque fois je suis un peu déçue dans le sens où je trouve que mon chandail est un peu trop grand. C'est pas une catastrophe parce que c'est mieux un peu trop grand qu'un peu trop petit, mais je vais quand même faire le test la prochaine fois de faire une taille en dessous de ce que j'ai l'habitude de faire. On verra. Peut-être que je me ferai jouer un tour puis que cette fois-là il sera trop petit, mais bon, si jamais c'est le cas, je le donnerai à ma fille, elle est un petit peu plus petite que moi. Dernière observation que je peux vous faire par rapport à ce chandail, c'est initialement, quand j'ai eu la laine, la bobine est excessivement douce. On touche, là, c'est d'une douceur incroyable. Et j'avais mentionné, je vais le tricoter et puis je vais vous le dire si ça gratte. Je vous en avais reparlé brièvement dans le dernier épisode parce que j'avais pu, avec l'avancement que j'avais fait, j'avais quand même pu l'enfiler et ça m'apparaissait quand même gratter. Maintenant qu'il est terminé, je peux vous confirmer que je réagis beaucoup à l'alpaga. Je trouve que ça me démange énormément quand je le porte. Quand je vais le porter, je vais obligatoirement mettre un chandail en dessous parce que ça donne vraiment l'envie de se gratter. Je suis quand même assez surprise parce que je suis pas, à ma connaissance, une personne qui est très réactive aux fibres des vêtements. Habituellement, ça me dérange pas là, que ce soit une fibre un petit peu plus rêche, un petit peu plus rustique. Mais là, dans le cas de l'alpaga, ou du moins de celui-ci, ouais, c'est limite un peu désagréable à porter, je vous dirais. Mais bon. C'est pas grave. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Oui, c'est vrai, j'ai une autre chose à vous dire. Quand mon chandail a été terminé et que je l'ai essayé pour la première fois, bon, on essaie, je vais le déposer là, on essaie un chandail, on est devant le miroir, on se regarde, on est très droit, on fait tout ça comme ça. Et j'étais très contente du drapé, là, comment il tombait bien droit. Puis là, ben, d'autant plus, il tombe bien droit parce qu'il y a vraiment beaucoup d'aisance. Donc, il ne moule pas du tout. Il tombait super droit. Et là, je suis sortie de la salle de bain pour aller le montrer à mon mari. Puis là, bon, me promène un petit peu dans la maison. Et je constate que ici, à l'avant, sous le buste, il y a comme toujours un pli qui se forme, comme si le chandail remontait, mais en fait, le chandail ne remonte pas. Il y a juste un pli qui se forme. Et ça me portait toujours à relisser mon chandail, jusqu'à temps que je me rende compte que ça me dérangeait beaucoup. Là. Il y avait toujours ce pli-là qui était présent. Donc, je suis retournée m'installer en avant du miroir, mais à faire des mouvements moins statiques que juste se tourner comme ça pour se regarder. Et en bougeant de manière plus naturelle, je me suis rendu compte qu'en effet, il y avait comme une aisance plus grande alentour du buste, mais au niveau peut-être plus là, de l'estomac. Et ça fait un pli assez disgracieux en regardant très attentivement, en fait, c'est que je me suis rendu compte, c'est que la composition du buste avec les short rows est peut-être un peu trop élaborée pour ma morphologie. Je crois qu'il aurait fallu que je diminue significativement le nombre de short rows qui sont ajoutés là, dans la composition du chandail pour pouvoir créer justement là, une silhouette là, et puis une ampleur au niveau du buste. Ça fait un tombé qui est moins gracieux.
Fait qu'en conclusion, ce que je peux dire, c'est que je pense pas que ce soit le genre de chandail que je vais porter pour aller au bureau. Il est trop grand, il y a un pli disgracieux, il gratte. Je crois pas que je vais le mettre au rencard. Je pense que puisqu'il est excessivement chaud, je pense que ça va être un bon compagnon de fin de soirée là, pour les fraîches soirées d'été, assis sur la terrasse là, ou quelque chose comme ça. Je pense que là, il va convenir pour ce type de circonstances-là, mais ça ne sera pas un vêtement là, à porter en jour de semaine pour moi. C'est pas grave, je suis quand même contente. Oui, je suis déçue, là, je suis déçue de plusieurs choses. Je suis déçue de ma laine, je suis déçue un petit peu de mon assemblage qui n'est pas parfait. Je suis déçue du pli qui n'est pas super gracieux. Je suis déçue de la taille que j'ai fait trop grande. Bref, je suis déçue d'à peu près tout. Mais n'empêche, paradoxalement, je suis quand même super contente de l'avoir fait. J'ai eu beaucoup de plaisir à tricoter ce chandail-là. Donc, je le regrette pas. Je vais peut-être en refaire un autre avec une laine qui sera vraiment bien retordue, là, qui permettra de bien voir la définition des points. Et assurément, je vais réduire le nombre de short rows là, dans la composition du buste là, pour éviter là, que de nouveau il y ait ce type de tombée-là. Alors, c'est tout pour le premier projet terminé. Non, en fait, non, le seul projet terminé. Par contre, puisque je vous ai mentionné que il m'était resté 90 grammes de cette fibre que j'ai rachetée, là, qui est l'alpaga tissé. Dans mon armoire à laine, j'avais déjà de stacher une pelote de Puna. C'est ça? Oui, Puna, de Drops. Un petit rose tendre, rose bébé, qui est aussi de l'alpaga. Qui est exactement là, de la même grosseur, c'est de la worsted, les deux. J'avais lui, qui ne servait à rien, qui n'avait pas de projet, qui n'était pas dédié. J'avais aussi 2 écheveaux de ceci. Donc, ça là, c'est une laine qui est un peu particulière pour moi, je vous explique. Je suis allée à la ferme Alpaga Fibre Fine et je vais vous mettre toutes les informations de cette ferme-là qui est dans la région de la Mauricie. C'est bien entendu, c'est un élevage d'alpaga. Karine, la propriétaire, tient une toute petite boutique sur sa ferme. Elle fait plusieurs activités aussi. Il y a des visites là, qui peuvent être faites. Je sais qu'elle fait du yoga avec les alpagas l'été. C'est quand même une activité super intéressante. C'est des animaux qui sont excessivement calmes, les alpagas. Donc, les gens vont à l'extérieur, sur la ferme, dans le pâturage des alpagas, en fait, faire du yoga. Donc, quand je suis allée visiter cette ferme-là, à la fin de l'été dernier, j'avais acheté 2 écheveaux, comme ça ici, d'alpaga nature, c'est potin. Elle l'a fait filer dans une petite... dans un petit moulin là, artisanal. Et bref, elle vend cette fibre-là qui est vraiment rustique. C'est fait à la ferme. Hein? C'est rustique. Mais non, de superbe qualité, vraiment, là, elle est très, très belle. La torsion, bien entendu, vu que ça a été fait dans un moulin artisanal, n'est pas toujours égale, mais néanmoins, ça reste que c'est une fibre en worsted. Donc, j'en ai 2, un que j'ai déjà bobiné pour tricoter un tout petit quelque chose, donc il m'en reste encore pas mal, plus celui-là, plus, on va retourner les chercher, plus ceux-là ici, fait que je me dis, au final, avec tout ça de laine, qui est toute
de l'alpaga, avec un gris, un rose et une couleur naturelle. Je me dis, bon, on va se trouver un beau petit projet. En fait, c'est assez évident que je ne me dirigerai pas vers un châle ou quelque chose là, qui va être apporté auprès du cou parce que, bon, je l'ai quand même dit, là, elle me gratte énormément celle-là. Les autres, je ne sais pas, je ne les ai pas testées, mais j'ai pas vraiment envie de prendre la chance. Donc, j'ai l'impression que je vais peut-être me faire un combo bonnet, mitaine. Ça serait joli. Probablement, je ferais un travail de couleur, là, un jacquard, ou je vais me trouver quelque chose, mais c'est évident que c'est une composition de couleurs qui est très classique, là. C'est super joli, c'est de la superbe fibre. On va pas gaspiller ça. Donc, c'est évident pour moi que je vais utiliser ces écheveaux de laine-là. Là, j'en ai à peu près 300 grammes pour pouvoir me faire un projet que je vais tricoter au retour du temps froid. C'est de la belle grosse fibre, là. Donc, au retour du temps froid, je vais probablement me trouver quelque chose là, pour me faire pour l'hiver prochain. On va récupérer ça. Voilà, c'est tout pour le projet terminé. On passe maintenant au projet en cours. Le premier projet en cours que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est mon châle mystère que j'ai fait dans le cadre d'une activité qui a été organisée par la boutique La Maillerie à Laval. Donc, c'est un châle qu'on a tricoté. Je vais essayer de vous le montrer comme il faut. C'est un châle qu'on a tricoté dans le contexte de rencontres. On a eu, en fait, 3 rencontres. Je croyais que c'était 4 au début, mais on a eu 3 rencontres dans lesquelles on a, à chacune de ces rencontres-là, reçu une partie du patron. La toute première rencontre, donc, c'est ce que vous avez vu dans l'épisode précédent. Je vais vous montrer l'endroit, c'est plus joli que l'envers. La première partie de ce qu'on avait reçu, c'est uniquement la partie jusqu'à la dentelle ici. Donc, on avait fait le premier triangle là, ici au centre. Ça, c'était une phase préparatoire. Ensuite, on rajoutait la dentelle et un petit peu de point mousse en dessous. Et puis, dans le fond, ça, c'était la première partie du projet mystère. La seconde partie du projet mystère, en fait, on a reçu les indications à la deuxième rencontre. À ce moment-là, donc, on a le centre qui est fait. On a reparti de nos mailles qui étaient en attente ici et on s'est mis à tricoter, en fait, le panneau ici, qui est en décroissant et qui se rend en fait là jusqu'à rien, jusqu'à une maille. Ce panneau-là, au fil des rangs, on a ajouté de la dentelle, des fois un petit peu plus, des fois un petit peu moins. Ici, là, on a juste une répétition de la dentelle. Dans ce groupe-là, ici, on en avait 3. Ici, on en avait 2. Et puis, on a un tout petit bout de dentelle là, ici, tout au bas. Ça se tricote quand même vraiment super vite. C'est motivant de faire une pointe comme ça parce que plus on avance, plus les rangs sont courts, donc plus les rangs sont rapides. Très agréable à tricoter. La dernière rencontre que nous avons eue, en fait, on a repris à partir de où les mailles étaient en arrêt ici. Et là, on commence une nouvelle section dans laquelle là, on est venu ajouter une pointe ici. Donc, on est allé plus loin et là, on recommence à rapetisser. Oh non, 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 je suis en train de perdre des mailles. Zut, zut, zut! Bon, excusez, on va juste rattraper les mailles qui se sont sauvées. Voilà.
Je l'avais tout ouvert, mais j'ai pas mis de bouchon, j'aurais dû. Donc, on est en train là, de rapetisser de nouveau là, à partir de la pointe ici. Et on reste relativement droit de ce côté-ci. Et en fait, ça va aménager une autre pointe comme celle-là. Mais puisque les diminutions sont moins fréquentes, en fait, la pointe va avoir plus de longueur. Pour la partie 1, la partie 2, j'ai pas fait de modification au patron, je l'ai fait tel quel. J'ai vraiment suivi l'alternance point mousse et dentelle. Par contre, pour la troisième partie, donc vraiment celle là, que je suis en train de faire, là j'ai vraiment pris la décision de faire des modifications. Je vous explique pourquoi. Le patron, en fait, ce qu'il nous dit, c'est qu'à partir du moment où on a la pointe ici, on tricote des rangs de point mousse, mais le patron nous demande de tricoter 84 rangs de point mousse, ce qui fait en sorte qu'on a une bande environ de cette longueur-là, qui est en fait peut-être 25 cm, que c'est uniquement du point mousse, il n'y a aucune dentelle à l'intérieur. Et j'ai vu un projet terminé là, qui était là, sur place quand on est allé à la rencontre et je trouvais que ça manquait de j'essaie de trouver un bon mot là. C'était un peu plate, tant de points mousse sur si long. Et il y avait très peu de dentelle dans la dernière section. Là. Il y avait un tout petit rang d'une seule répétition de dentelle là, dans ce type-là. Là, ce qu'on a ici, qu'on voit, c'est tout petit, là, un rang de dentelle. Puis après ça, c'était encore une longue séquence de points mousse. Puis 3 petites sections de dentelle là, qui composaient la pointe de la troisième. Bon, oups, c'est tout en tournée. La pointe de la troisième partie, là, donc l'autre côté, je trouvais que c'était énormément de points mousse et que, bon, plus de dentelle, c'est beau. L'autre raison qui motive ma décision de modifier et d'ajouter de la dentelle, c'est que pour réaliser ma partie 1 et 2 de ce projet mystère-là, j'ai dû débuter mon deuxième écheveau rendu ici à la fin. Et oui, encore mon karma, hein, il me restait ça à faire. Et juste la petite boue ici, là, il a fallu que je rouvre un nouvel écheveau pour ça. C'est un projet qui est prévu en 2 écheveaux. Quand j'ai discuté avec la personne responsable de l'activité, elle m'a informé que ce châle-là utilisait très juste les 2 écheveaux. C'était vraiment là, bien serré comme métrage, là, 2 écheveaux pour faire le projet. Je tricote beaucoup plus large que la majorité des gens avec qui j'étais dans ce groupe-là, ce qui fait que mon châle était plus grand et que j'ai consommé plus de laine. Pourtant, j'utilise la même grandeur d'aiguille, mais bon, on n'avait pas nécessairement d'échantillon à faire là, pour ce projet-là, puisque c'est un châle, donc c'est pas une pièce de vêtement, c'était moins important. Mais ça m'amène à dire que si j'ai manqué de laine avant de finir la partie 1 et 2, alors que la majorité, ben en fait non, la totalité des autres personnes qui étaient présentes, il leur restait environ 15 grammes sur le premier écheveau pour finir, pour débuter la section 3. Je suis assurée, en fait, que je vais manquer de laine pour compléter, donc ça motive aussi là, ma décision d'ajouter significativement plus de dentelle, ce qui consomme beaucoup moins de laine que du point mousse. En espérant que mes petites manigances d'ajout de dentelle, et puis vous voyez, là j'en ai déjà une section d'ajouter. En fait, ici, là, je vais essayer de ne pas la rééchapper. Ici, on a la pointe là, qui se dessine, on a une bande de point mousse. Et ici, là, moi, j'ai ajouté une petite section de dentelle. Ça, c'était pas prévu. C'est vraiment un ajout que j'ai fait. Et je suis en train de continuer à tricoter là, du point mousse. Je vais le poursuivre jusqu'à ce que j'ai le bon nombre de mailles là, dans mes diminutions pour reprendre une séquence de dentelle pour ne pas avoir à faire d'ajustement au niveau du nombre de mailles nécessaires pour la dentelle. Je n'ai pas envie de me casser la tête à ce point-là.
Donc, il me reste quelques rangs à faire et je vais pouvoir refaire une nouvelle séquence de dentelle qui va composer, là, dans le fond, les 84 rangs du point mousse avant d'arriver à la petite ligne de dentelle qui, initialement, était prévue au niveau du patron. Je devrais le finir bientôt, là. Ouais, je vais le finir bientôt. Non, je le trouve très, très joli. J'aime particulièrement la couleur. Je vous rappelle que cette laine-là, pour ceux qui ont déjà écouté mes autres épisodes, mais pour les personnes qui m'ont jamais vu, cette laine-là, c'est de la laine Fibrelia, la qualité Cassou, et la couleur, c'est Arès. C'est magnifique. On a vraiment là, des variations de couleurs. Là, si je vous approche ici, là, il y a des sections qui sont nettement plus foncées que d'autres, des sections beaucoup plus pâles. Pour composer le châle, j'ai pas fait d'alternance des chevaux parce que je souhaitais voir apparaître les variations de couleurs, des blocs plus foncés, des blocs plus pâles. C'était ce que je souhaitais dans le contexte d'un châle. Ça aurait été un pull, j'aurais fait autre chose, là, puis on les voit, les variations sont très intenses. Donc si jamais vous choisissez cette laine-là pour faire une pièce de vêtement, je vous suggère fermement d'alterner vos écheveaux là, pour ne pas vous ramasser avec des motifs disgracieux. Donc voilà pour mon châle mystère. Mon deuxième projet en cours, en fait, c'est à la fois un projet terminé et un projet à venir. Je sais, ça fait pas de sens, là, mais en fait, j'ai fait une chaussette! C'est une toute petite soquette courte que j'ai faite. Pour ceux qui ont regardé mes précédents épisodes, si vous voyez cette jolie laine rouge, ben en fait c'est le reste de mon pull Bello de Rory Locatelli. Quand j'ai fait ce chandail-là, mauvais karma que j'ai ces temps-ci, j'ai manqué de laine rendue ici à peu près à la dernière manche, donc j'ai ouvert un nouvel écheveau pour utiliser à peu près 10 grammes pour finir la fin de ma manche. Donc ça fait un très très gros reste. Donc le très très gros reste, ça fait une chaussette! En fait, oui, j'ai décidé de tenter le coup. Je vous mets un petit peu dans le contexte. Il y a quand même un bon moment que je tricote, mais je n'ai jamais tricoté de bas. Et ma sœur, de qui je suis très proche, qui habite tout près de chez moi, elle s'est mise au tricot des chaussettes et elle a adoré. Et elle essayait fermement de m'inciter à tenter le coup moi aussi. Et j'ai passionnément refusé en disant non. Moi, je tricote pas de bas. Sinon, j'en fais pas des bas. Puis, en fait, elle s'est mise à beaucoup rire de moi en disant toi là, tu veux pas faire de bas. Mais le jour où tu vas décider de faire des chaussettes, ça va faire mal. Tu vas adorer ça, tu vas devenir passionné des bas. Actuellement, à tous les jours, ma sœur rigole de voir à quel point j'ai eu du plaisir et que je partage ma joie d'avoir fait un bas. Elle me répète à chaque fois « Haha, je savais que tu aimerais ça. » J'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est un processus de tricot qui est excessivement intéressant. J'ai surtout eu l'envie de tester le talon. C'est ce qui me fascinait le plus. Et j'ai écouté un podcast, je vous en ai déjà parlé, pour ce qui est de la couture au Kitchener sur les manches. En fait, c'est le podcast Dunkelgrün. Excusez mon allemand, mais le podcast est en anglais. Tout ça pour dire qu'elle montre une paire de chaussettes qu'elle a fait et elles sont absolument magnifiques et j'aime surtout la manière dont son talon ressort sur la chaussette. Il est excessivement carré, je le trouve beau et elle explique qu'elle a fait son talon en German Short Rose. J'aime bien ça, moi, faire des German Short Rose. Je trouve que c'est une technique qui
qui est le fun à faire. C'est très facile, mais en même temps, ça crée une très très belle finition. Donc, je me suis dit, bon, allons-y. Donc, j'avais mon reste rouge de mon bello et j'avais vraiment envie de faire un contraste là, dans les 3 petites parties de la chaussette. Donc, j'ai été récupérer en fait cette laine grise là qui s'appelle Mushroom. C'est de la laine Artfil, tout comme la rouge. Là. La rouge, c'est Artfil Belle, couleur Scarlett. Et celle-là ici, c'est de la Artfil Belle, couleur Mushroom. Cette couleur-là ici, le mushroom, j'avais un tout petit restant que j'ai pesé, il me restait 25 grammes. En fait, c'est la couleur principale du châle Broadway Avenue que je vous ai déjà montré dans un précédent épisode. C'est le très grand châle triangulaire gris avec des bandes colorées qui sont insérées à l'intérieur. Donc, j'avais ces 2 restes de laine-là, je me suis décidée, je l'ai fait en modèle petite chaussette courte parce que, en fait, c'est surtout le procédé là, que je voulais tester. Donc, j'avais pas vraiment envie de tricoter là, une longue chaussette, là, je voyais pas l'intérêt, là. Je trouvais que c'était bien comme ça. Donc, j'en ai une de réalisée, j'ai fait le bout ici très petit là, au niveau du changement de couleur. Puis il y a une raison fort simple, c'est qu'en fait, j'écoutais la télévision en faisant le pied et je me suis rendue un petit peu trop loin, puis en grande paresseuse que je suis, ben en fait, j'ai décidé de ne pas détricoter parce qu'elle était rendue trop grande, mais plutôt de faire mes diminutions là, excessivement rapprochées, là, en fait sans faire l'alternance des rangs avec et sans diminution. Fait que ça fait vraiment là, un bout de pied là, qui est très très court, mais c'est pas grave. En fait, c'est des chaussettes test. Pendant que j'étais en train de finir ma première chaussette, ma fille les a vues monter et elle a réclamé un droit de veto dessus. Elle a décrété formellement que c'était à elle. Je ne savais pas si j'avais vraiment l'intention d'en faire 2, mais là, maintenant qu'elle les a réclamées, je vais en faire une deuxième. Assurément. Et je vais assurément en faire d'autres aussi. Et oui, je vais casser, je vais faire des chaussettes moi aussi. Alors, ma soeur, ça vaut ton bonheur. Voilà, donc, deuxième projet en cours. Le dernier projet en cours que j'ai à vous présenter, c'est un autre châle. Je vous dirais actuellement, là, j'ai un peu volontairement pris la décision de prendre la pause des pulls. Depuis le début de l'année 2018, j'ai déjà 4 pulls de réaliser. J'avais comme envie de faire d'autres choses. Donc, je fais des châles. Là, je vais probablement me tanner de faire des châles. Je vais récupérer ici. Dans le dernier épisode, je vous ai mentionné que j'ai gagné un écheveau de laine dans un cal jacquard qui était organisé par Colorista. Geneviève Parent des laines Colorista avait organisé ce cal-là sur Ravelry et j'ai gagné un écheveau de couleur marine qui est un one of a kind. C'est de la laine BFL, grosseur fingering. Et j'avais acheté pour aller avec à Geneviève ce coloris-là ici, qui est un superbe petit rose très tendre avec une petite touche de mauve à l'intérieur qui va... En fait, le rose là, va jusqu'à un lilas, puis dans l'autre... spec là, du dégradé jusqu'à un petit crème, donc vraiment très très joli là, la composition couleur de ce lit-là, puis les deux ensemble là, en fait, c'est vraiment un mariage parfait à mon avis. Donc j'ai décidé de débuter un petit châle à 2 écheveaux avec ces 2 laines-là. J'avais demandé dans le dernier épisode s'il y avait des suggestions, j'en ai reçu plusieurs. Merci infiniment à toutes les personnes qui ont pris le temps de m'envoyer des références de patrons sur Ravelry. Vous m'avez fait découvrir des super beaux patrons. J'en ai choisi un, mais honnêtement, j'en ai stocké 3, je crois.
dans ma bibliothèque Ravelry là, parce que des trucs magnifiques. Merci beaucoup, beaucoup pour les découvertes. Donc, j'ai pas beaucoup de faits. On est rendu ici. Là, il y a des petits marqueurs tout colorés, là, vert lime, c'est pas super chic, mais bon. C'est un châle qui s'appelle Mystique Châle par Gabrielle Vézina. Gabrielle Vézina qui est une designer d'origine québécoise qui a vraiment beaucoup de produits, là, de patrons. Vous pouvez aller voir là, sur sa page Ravelry, elle a vraiment, vraiment des super beaux trucs. Donc, un tout petit châle, je vais vous insérer ici une photo du patron là, du châle. Vous allez pouvoir constater avec la photo que j'ai fait preuve d'originalité zéro. En fait, ben, c'était pas voulu, là, j'avais ma laine avant. Mais c'est la même couleur. Oups. Pas grave. S'il est beau sur sa photo, il va être beau quand moi je vais l'avoir fait. Donc, ça va être un petit châle. Moi, je fais la plus petite des tailles parce que avec la laine que j'ai, je n'en aurai suffisamment. J'en aurai pas suffisamment pour faire la grande version. Comme vous avez pu voir tout à l'heure sur la photo, ben en fait, non. Quand j'ai choisi au départ ce modèle-là, j'ai regardé le projet et j'ai fait « Ah oui, du jacquard, on aime ça ». J'ai gagné cette laine-là dans le contexte d'un cal jacquard, donc je me suis dit « Je vais faire un châle avec du jacquard ». Il y a vraiment une très jolie mosaïque dedans. Là, je suis rendue à tricoter la mosaïque. Je me suis rendu compte que c'était pas du tout du jacquard. En fait, c'est des jeux de couleurs qui sont créés en faisant des mailles glissées là, qui vont chevaucher leurs couleurs dans le rang au-dessus. Mais bon, j'en ai 2 rangs de ce jeu de couleurs-là de fait et c'est vraiment super amusant à faire. En fait, c'est tout un rythme de tricot d'alterner entre les mailles glissées d'une couleur et les mailles tricotées de l'autre. Vraiment super amusant. Donc, je crois que avec ce type de procédé de tricot-là, qui est excessivement addictif, il va progresser super vite. En plus, bon, c'est un châle à 2 écheveaux, là, donc on n'est pas dans la mesure là, des grands châles là, à 4, 5 écheveaux. Là, fait que ça devrait quand même se réaliser là, assez rapidement. Donc, voilà. C'est ça mes projets en cours pour le moment. On passe donc maintenant à la section projets à venir et achats. Pour les projets à venir, le premier dont je vais vous parler, en fait, c'est la 2e fois que je vous parle de ce projet à venir-là. Dans mon dernier épisode, je vous ai mentionné que je m'étais inscrite à un cal mystère sur le groupe Ravelry Triple L de Mag. C'est un cal mystère qui s'appelle le crime du tricot express. C'est vraiment tout une histoire alentour de ce cal-là. Il y a dans le cal une partie qui est un cal mystère qu'on peut prendre la décision de faire ou non et une partie où on peut tricoter les projets de notre choix qui doivent être reliés au thème de l'enquête avec les enquêteurs classiques là, qui ont été désignés pour chacune des équipes, soit Sherlock Holmes, Hercule Poirot et Miss Marple. Moi, je me suis inscrite dans l'équipe Miss Marple et j'ai pris la décision de faire le cal mystère. Le cal mystère va débuter le 1er mai. La dernière fois, là, donc, je vous avais mentionné que je m'étais inscrite. C'est vraiment super chouette parce que c'est un groupe qui est très actif sur Ravelry. Tellement actif en fait que j'arrive pas à suivre là. À chaque fois je rouvre ma page Ravelry, il y a 200 nouveaux messages là. Donc je circule un peu à travers ça, mais j'arrive pas là, à voir la totalité de ce qui est écrit par les membres. Néanmoins, j'ai pris la décision de faire le cal mystère. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu une photo de la laine que j'ai choisie. Je l'ai présentée et je vous la montre. Tada!
En fait, j'ai surtout eu beaucoup de plaisir à montrer, je vais essayer de vous le montrer clairement, les étiquettes. Il y a des petits bonhommes sur les étiquettes, ils sont super beaux. Donc, j'ai inscrit sur mon Instagram, quand j'ai publié la photo de cette laine-là, que c'était ma petite armée d'enquêteurs. Il s'agit d'une laine qui est 55% laine et 45% coton. Je suis pas trop certaine de comment ça se prononce. C'est pas clair. Et puis, Bomuld Old. Bon, on n'y arrivera pas. Il s'agit de la couleur C8. Et pour le vert, il s'agit de la couleur C27. Cette laine-là, je l'ai achetée à la boutique à Montréal, les tricoteuses du quartier. Donc, très agréable. J'avais vraiment envie d'une combinaison qui ferait printemps, été, bon, fort probablement que ça va être un autre châle, hein? Donc c'est ce que je vous disais, là, j'arrête de faire des pulls, puis maintenant je fais des châles, puis après ça je vais être tannée de faire des châles, fait que je vais faire des chaussettes. Bon, n'empêche, j'avais vraiment envie d'une fibre plus estivale, avec des coloris là, qui vont aller bien là, avec les vêtements que je porte l'été. J'ai pas vraiment l'habitude de porter du vert, mais je trouvais celui-ci attrayant, je l'aimais beaucoup. Donc c'est la laine qui va composer mon projet mystère du CAL, le crime du Tricot Express. L'autre achat que j'ai fait, je m'étire pour aller la chercher, elle est plus longue. Je vais être conséquente avec moi-même, j'ai dit que j'allais faire des chaussettes. Donc, je suis allée me chercher de la laine pour faire des chaussettes. Il s'agit de la Artfil Belle. On a ici le coloris Pebbles. Et là, si vous prenez le temps de regarder, c'est une teinte qui est nature, mais, attendez, je vais enlever l'étiquette pour que vous puissiez bien voir. Regardez les petits jeux de couleurs ici, là. J'ai hâte de la bobiner, voir ce qu'elle va avoir l'air. C'est tout délicat, c'est beau, beau, beau. J'adore. Et celui-là, ben, en fait, c'est vraiment un noir très profond, là. Ce coloris-là s'appelle Onyx. Donc, j'ai pas de patron en particulier choisi, mais on va faire des chaussettes. Cette fois-là, je ne ferai pas des petites soquettes, là, je vais faire des vraies belles chaussettes là, avec vraiment une jambe là, qui va pouvoir monter là, davantage. Donc, ça va être dans les projets à venir. Et le dernier achat que j'ai fait, tant qu'à avoir acheté du Artfil, j'en ai acheté d'autres. Là, j'ai encore fait ce que je dis qu'il ne faut pas faire. J'ai acheté de la laine, pas de projet. Oups. Je me suis acheté un ombré pour jumeler avec cette jolie laine à speckle. Donc le ombré, là, qu'on a vraiment un dégradé qui va du jaune au rouge au vert. Et on peut voir là, que d'une couleur à l'autre, il y a vraiment une transition. Ce n'est pas une coupure des couleurs, là, la couleur évolue. Donc, en fait, je ne sais pas pourquoi. Juste un coup de cœur, un beau coup de cœur. Et je trouvais qu'elle se mariait excessivement bien. Je vais lui enlever son étiquette. Avec celle-ci, qui n'a pas de nom. Je crois que celle-là aussi, c'est un One of a Kind. Donc, on est encore sur une couleur nature, mais là, cette fois-là, on a du vert, du rose, du jaune, du rouge, du gris. On a vraiment là, plein de couleurs là, qui se promènent à travers la nature. Donc, je trouvais qu'avec
la combinaison, le rouge, jaune, vert, là, les deux allaient à merveille ensemble. Donc, je vais me trouver un petit quelque chose à faire avec ces deux-là. On verra. On verra. J'ai pas décidé encore, mais je suis certaine que je vais trouver quelque chose. Donc, ils vont aller grossir mon stache. Puis, les ombres de Artfil, ils viennent avec des petits marqueurs tout mignons. Donc, super joli. On va se rasseoir comme il faut. Donc, voilà, c'est tout pour les achats. Ensuite, tel que promis, eh bien, je vais vous présenter Monsieur Gros Bébé Loup et toute sa petite compagnie. Donc, ça va faire un peu des coupures parce que je vais aller les chercher un à la suite de l'autre, hein, parce qu'ils sont plusieurs. Juste pour éviter le brouhaha de tout le monde qui est moi aussi, moi aussi, moi aussi. Donc, voilà, je vous montre ça. Ça va faire de la magie, je vais faire apparaître des animaux. Donc, le premier petit bébé de ma ménagerie, j'ai commencé par le plus petit. Il s'agit de mon petit loup qui s'appelle Spencer. Et là, il apparaît. Coucou! Donc, Monsieur Spencer, qui est un petit chihuahua, là, on va faire l'expérience, puis il va détester ça. Je vais vous l'approcher. On dit coucou, Spencer! Salut! C'est pas son jeu préféré, manifestement. Donc, Spencer, qui est un tout petit chihuahua, teacup, qui pèse 3,01 livres. Pour les Françaises qui mesurent en kilos et en grammes, c'est 1,2 kg. Donc, c'est mon petit bébé loup. Spencer est âgé de 5 ans, donc c'est pas un petit bébé, là, il n'est pas petit comme ça, parce que c'est un petit bébé, mais en fait, même si c'est le plus petit ici, je pense que lui, dans sa tête, c'est le plus grand de la bande. Donc, coucou! Je vous présente mon prochain loulou. Magiquement, voici mon deuxième bébé. Là, il fait son grand timide, il se tient accroché dans mon cou, serré, serré. On dirait qu'il comprend qu'il se passe quelque chose. On tourne chat. Bonjour tout le monde! Non, il préfère. Donc, je vous présente... Ah, arrête de faire ton bébé. Monsieur le chat. Oui, il s'appelle Chat. C'est plate comme ça. Donc, Chat, c'est un sacré de Birmanie au Blue Point. Il s'appelle Chat. Ouais, tu veux t'en aller, hein? Il s'appelle Chat, en fait, parce que c'est un chat que j'ai sauvé. C'est un chat que j'ai trouvé en bordure de la route à Laval, en ville. Il était tombé entre la bordure du trottoir et le caniveau. Il devait, à l'époque, quand je l'ai trouvé, avoir approximativement 1 mois et demi, 2 mois. Il était long comme ça. Et quand je l'ai trouvé, il était excessivement faible, en état de déshydratation très avancé. Ça devait faire un bon moment qu'il s'était perdu. C'est un chat de race que m'a appris le vétérinaire. Là, moi, quand je l'ai ramassé, en fait, je l'ai juste sauvé, là, je ne le savais pas. On a essayé de retrouver les gens qui auraient pu avoir perdu ce beau chat, mais on ne l'a pas trouvé. Donc, quand je l'ai trouvé, je l'ai rapporté à la maison. Bon, là, j'ai plein de poils de chat. C'est lui le responsable de tous les poils de chat dans mes tricots. Quand je l'ai trouvé, je l'ai ramené à la maison. Bon, on lui a donné à boire, à manger, on l'a lavé. Il était très, très, très sale. Bon, on l'a observé, là, puis en très bon connaisseur que nous sommes, on a décrété que c'était une petite fille. On l'a appelée Alice.
Et le lendemain, on avait pris un rendez-vous chez le vétérinaire pour faire évaluer sa condition, là, parce que, bon, manifestement, là, il avait fait quand même un long séjour là, à l'extérieur. Bon, il était en parfaite santé, mais il était surtout un mâle et non pas une femelle. Donc, alors qu'on avait choisi le nom Alice, on était toutes bien déçus. Donc, on s'est tous dit qu'il fallait trouver un nom à ce petit monsieur. Donc, en attendant d'avoir trouvé son nom, bien, on l'appelait Chat. Et puis, finalement, quelques semaines plus tard, on s'est rendu compte que, ben, il s'appelait Chat. Et on n'a jamais changé son nom. C'est plate comme ça. Donc, Monsieur le Chat est rendu aujourd'hui à... ben, ça fait presque 8 ans que je l'ai trouvé, là. Donc, c'est maintenant devenu un chat mature, de maison, très confortable, qui adore se coucher à côté de moi pendant que je tricote pour répandre ses poils partout dans mes projets. Donc, c'est mon bébé qui est ici à côté de moi, là, à mes pieds. Le dernier, je ne vais pas le faire apparaître par magie parce que lui, en fait, il s'agit de l'appeler puis il arrive. Je vous présente Monsieur Gros Bébé Loup. Viens, viens, viens. Allez, hey, hop. Oh, t'es pas assez grand. Oh, ben oui, t'es assez grand finalement. Donc, Monsieur Gros Bébé Loup. Hey, regarde ici. Bill, c'est un... oui, c'est un amoureux. C'est un Doberman chocolat. C'est... même s'il apparaît excité comme ça, là, quand je l'appelle et qu'il vient me donner des bisous, c'est un vieil homme de 10 ans. C'est vraiment un chien qui commence à être vieillissant. Oui, mon bébé d'amour. Oui. C'est un chien vieillissant là, qui commence à subir là, les différentes difficultés de la vieillesse, les petits bobos qui apparaissent, l'arthrite, la boiterie, bon, toutes sortes de petites choses comme ça qui apparaissent là, chez Bill. Mais bon, il est encore en excellente forme. Là, je suis assise très haut sur un grand tabouret, fait que c'est pour ça qu'il est ici bas, mais c'est un grand chien. Oui, c'est un bébé. Donc, c'est mon homme, c'est le deuxième homme de ma vie après mon mari. C'est un chien là, qui me suit partout. J'ai déjà dit qu'il n'y a personne qui m'aimait plus que ce chien-là peut m'aimer. Il ne peut pas jamais être très loin de moi. Puis honnêtement, il y a toute la peine du monde quand j'enregistre mes podcasts parce que je l'installe couché dans la chambre, sur le lit, là, grosse gâterie, mais je ferme la porte pour pas qu'il puisse venir parce qu'il circule beaucoup alentour du pied de caméra, puis il n'est pas très délicat, donc il accroche la caméra, puis il fait beaucoup de bruit aussi, il secoue, puis des fois il jappe après les écureuils et tout ça, donc... il n'aime pas beaucoup ça quand je fais des podcasts parce qu'il ne peut pas être à côté de moi. Donc voilà, c'est ma ménagerie. 3, c'est suffisant. Et puis, ben en fait, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et puis, je vais continuer à enlever mes poils de chat de mon visage. C'est ça que je vous disais. Il est bruyant. Donc, voilà. Ben en fait, tout ce qu'il me reste à vous dire, c'est... à la prochaine! Au revoir!